Merci, monsieur le professeur Casimir, merci, monsieur le professeur Hott, de me donner effectivement l'opportunité de parler aujourd'hui. Je vais essayer de pousser sur la bonne flèche. Voilà. Alors, la première question qui se pose dans la prise en charge des jeunes enfants qui souffrent déjà de problèmes d'obésité ou en tout cas de surpoids, la première question qui se pose, c'est de savoir, doit-on déjà faire quelque chose ou bien attend-on qu'ils grandissent, que simplement en se bougeant davantage tout s'arrange. Eh bien, dans la littérature récente, on nous montre qu'il y a des raisons effectivement de prendre en charge précocement les enfants, puisque déjà des complications, entre autres pulmonaires, sont présentes, et aussi des complications quant au développement moteur. D'autres raisons sont les conséquences à long terme dont on a beaucoup parlé ce matin. Et on voit que lorsque les enfants très jeunes sont en surpoids, on a jusqu'à 77% dans une publication et 31 plus 31, donc 62% dans une autre publication récente de 2013 qui montre donc que les enfants sont à risque de rester obèses ou de développer encore leur obésité. Alors, nous devons mettre en place, lorsque nous prenons en charge des petits-enfants, une aide pour les parents et une aide spécifique liée aux particularités de cette tranche d'âge de 1 à 3 ans, les particularités psychologiques, le fait que ces enfants ont un besoin de croissance relativement élevé et sont en période de développement rapide. Donc tous ces facteurs doivent être pris en compte dans les conseils que nous allons donner. Le premier entretien diététique, il arrive effectivement très souvent que les parents s'adressent en première ligne aux diététiciens parce que ça leur semble logique, lorsqu'il s'agit d'un problème d'alimentation, de venir nous consulter. Ou alors c'est aussi sur la base de conseils qui a été donné soit par l'ONE en Belgique, soit par le médecin. Alors la première préoccupation, en ce qui me concerne en tout cas, c'est de vérifier qu'il y ait bien eu un avis médical, et si ce n'est pas le cas, de demander aux parents de prendre cet avis avant de revenir me voir une deuxième fois, puisqu'il faut exclure des diagnostics différentiels comme la maladie de Cushing ou la maladie de Prader-Willi, et des pathologies associées où sont souvent constatées des hypercholestérolémies familiales, des carences aussi. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas parce que les enfants sont obèses qu'ils ne sont pas en situation de carence, en particulier en vitamine D et en fer, et des problèmes respiratoires, apnée du sommeil et autres choses. Par la suite, nous essayons de déterminer quelle est l'histoire alimentaire de l'enfant. La première étape de cette prise en charge nutritionnelle est certainement d'essayer de déterminer quelles sont les habitudes alimentaires familiales, les habitudes alimentaires actuelles de l'enfant, la composition, le rythme des repas, les préférences et les refus, l'organisation familiale, la présence éventuelle d'intolérances et allergies qui ne sont pas exclues chez ces enfants-là non plus, et quelles sont effectivement les compétences des parents et des enfants vis-à-vis de ce mode alimentaire qu'on va leur recommander. L'histoire alimentaire se fait en une interview qui dure à peu près 1 heure de temps. Il faut apprendre des techniques de communication telles qu'on le fait dans le marketing finalement, c'est de pratiquer l'écoute active, de mettre en confiance, de rassurer, de respecter les silences qui sont suivis d'informations très souvent très intéressantes et d'observer les comportements durant l'entretien. Et ce qui me frappe par exemple, c'est lorsque les parents viennent avec 2 enfants, l'un obèse, l'autre non, et l'enfant non obèse se met en première ligne face au bureau comme si c'était lui qui était le plus concerné par l'entretien. Alors, je lis de temps à autre, quand je ne suis pas en train de voir des enfants, c'est que j'ai lu donc, le livre de Bernard Pivot, dans lequel il dit « Interviewer, c'est tenter de dérober son miel à un apiculteur », et je trouve que c'est bien vrai. Alors, la deuxième étape, c'est la vérification effectivement de la motivation des parents, et l'étape essentielle, c'est de déculpabiliser, puisqu'on a largement expliqué les raisons pour lesquelles il n'y a pas de responsabilité directe de la famille, ni même de l'enfant, et certainement pas de l'enfant. Alors ensuite, nous procédons à l'analyse diététique en tant que telle, en essayant de vérifier la présence éventuelle de troubles digestifs, des problèmes de constipation qui sont fréquemment expliqués par les parents,
Quel est en effet l'âge et les circonstances du début de la prise de poids? Je sais que c'est de la psychologie, mais il y a presque un demi-siècle, le professeur nous expliquait que quand on n'était pas un peu psychologue, on n'était pas diététicien du tout. Alors, il faut savoir qu'après ça, on va voir les caractéristiques de l'alimentation et des boissons en dehors des repas, les préférences et les refus, la présence de suppléments de vitamines ou de minéraux, et tout cela fait partie de l'enquête alimentaire. Et enfin, on arrive seulement à l'évaluation du poids et de la taille que l'on va reporter sur les courbes dont on a parlé tout à l'heure. Oui, les objectifs vont être établis avec les parents. On va expliquer un petit peu la relation poids-taille qui s'améliore effectivement simplement lorsque l'enfant se stabilise au plan du poids et continue à grandir. C'est d'autant plus facile que l'enfant est jeune, naturellement. On va parler beaucoup des comportements vis-à-vis des repas. Et on va faire une information nutritionnelle et des conseils qui sont basés sur le respect des recommandations nutritionnelles pour l'âge, en tenant compte d'un poids normal par rapport à la taille de l'enfant. Il a des besoins nutritionnels qui doivent être absolument couverts par les recommandations diététiques. Enfin, il y a divers aspects qui sont abordés, l'activité physique, les habitudes de sommeil et les habitudes alimentaires. Pour ce qui est de l'activité physique, nous avons développé ce type de schéma qui nous permet de faire réfléchir un petit peu les parents sur l'activité physique, parce que quelquefois ils nous disent oui, il est très sportif, il fait 1 heure de telle activité physique, il va nager pendant 1 heure par semaine. Alors on a réfléchi que finalement dans une semaine il y avait 168 heures, et donc 1 heure ça ne représentait pas grand-chose, et je fais partager un petit peu cette réflexion aux parents. Le sommeil, bien entendu, il ne s'agit pas pour nous de faire des diagnostics, mais simplement de savoir combien de temps l'enfant dort et de l'envoyer chez les spécialistes du sommeil lorsque c'est nécessaire. Il y a des études récentes également qui montrent que le temps de sommeil nocturne insuffisant chez le jeune enfant peut être un facteur de risque modifiable d'évolution vers l'obésité. Donc c'est un des aspects que nous abordons aussi en consultation diététique. Puis nous arrivons à l'information nutritionnelle qui se fait au plan de la qualité des aliments et de la quantité, pour montrer un petit peu ce qu'est une quantité normale par rapport à l'âge, ce que les parents ne savent pas spontanément. Nous donnons des messages simples du type le lait et les jus de fruits ne sont pas des boissons, on ne se désaltère pas avec du lait et avec des jus de fruits mais avec de l'eau, ce sont des aliments liquides qui sont source de beaucoup d'énergie et beaucoup de parents le découvrent à cette occasion-là. De même, lorsqu'on met du sirop dans de l'eau, eh bien, on constitue un soda, donc ce n'est certainement pas mieux que d'acheter le soda tout fait. Alors, nous abordons des aspects qualitatifs, c'est-à-dire l'importance de manger lentement, ça a été relaté ce matin, éviter de regarder la télévision en mangeant ou d'avoir trop de bruit autour du repas, répartir le repas en 4 repas par jour, en soulignant l'importance du goûter qui se situe en fin d'après-midi et qui n'est pas, comme disent les enfants, le diviseur de 4 heures, et qui est pris de manière à éviter le fait que les enfants aient trop faim en arrivant au moment du repas du soir, et donc se précipitent et consomment beaucoup trop. Donc, nous expliquons aux parents aussi qu'il vaut mieux ne pas obliger un enfant à terminer le contenu d'une assiette qu'il n'a pas composée lui-même, et que souvent c'est l'adulte qui a très faim au moment où il sert l'assiette, qui sert une grosse assiette et qui s'étonne que l'enfant ne le mange pas. On sait aussi par les études des sociologues, dont M. Birch entre autres, que lorsqu'on oblige un enfant systématiquement à terminer le contenu de son assiette, il va être coaché de la façon suivante, c'est-à-dire qu'il va croire que chaque fois qu'on est en présence d'aliments, il faut le manger. De même, lorsqu'on organise des collations à 10 heures à l'école, les enfants finissent par comprendre que chaque fois qu'ils ne sont pas en train de travailler ou qu'ils ne sont pas occupés, c'est qu'il faut manger. Donc là, on va remettre tout ça en question aussi au niveau scolaire. Je pense que c'est très important, effectivement, pour avoir suivi des adultes aussi. Je sais qu'ils sont incapables de laisser quelque chose dans l'assiette parce qu'on leur a toujours dit qu'il ne fallait pas faire comme ça. Enfin, je pense que les parents ont besoin d'avoir une aide pour cette tranche d'âge particulière qui n'est pas facile et tout le monde le sait. Et donc, c'est aussi notre rôle, lorsqu'il y a un gros problème, naturellement de les envoyer vers les psychologues, mais il ne nous est pas interdit de songer à cet aspect-là des choses non plus.
L'organisation du suivi, bien sûr, on en a beaucoup parlé, donc je ne vais pas le reprendre ici, c'est d'orienter bien sûr les enfants vers les professionnels de la santé qui sont concernés par les problèmes que nous rencontrons. Et nous avons organisé donc en Belgique le Club européen des diététiciens de l'enfance qui a pris l'initiative de créer des formations de spécialisation en diététique de l'enfant depuis plus d'une dizaine d'années maintenant et au cours desquelles nous avons l'occasion d'aborder cette façon